Déjà le rôle de l'Agence parisienne du climat. Alors l'Agence parisienne du climat, elle a été créée il y a 13 ans à l'initiative de la ville de Paris et aujourd'hui, donc au-delà de la ville de Paris, nous avons 4 autres membres fondateurs qui sont la métropole du Grand Paris, Météo France, CPCU et EDF. Et donc c'est une agence locale énergie-climat, donc on intervient sur différents sujets, sur le bâtiment, sur la question de l'énergie, sur la question de l'adaptation au changement climatique qui est un sujet vraiment de plus en plus visible et vraiment essentiel, et puis les sujets climat plus largement. C'est une équipe d'une 50aine de collaborateurs et dont à peu près 2/3 travaillent directement ou indirectement sur les sujets de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, nous sommes en contact avec à peu près 25% des logements parisiens. Donc il faut savoir qu'il y a 47 000 copropriétés, donc c'est un chantier immense. Et le plan climat de la ville de Paris prévoit donc la rénovation de l'ensemble du bâti d'ici 2050. Je dirais que sur le sujet de la rénovation énergétique des logements, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, vous m'auriez posé la question il y a 1 an et demi, je n'aurais pas eu tout à fait la même réponse. Aujourd'hui, je dirais qu'on est sur une bonne trajectoire pour ces ambitions du plan climat. Et on accompagne, donc l'Agence parisienne du climat, elle est là notamment en tant que guichet France Rénov', c'est-à-dire c'est le guichet France Rénov' pour Paris, donc à destination des Parisiennes et des Parisiens sur les sujets de rénovation énergétique notamment. Et on accompagne donc des projets de rénovation énergétique des copropriétés parisiennes qui représentent 80% du logement à Paris. Et quand je dis qu'on accompagne, c'est un accompagnement individuel donc sur chaque copropriété. C'est un accompagnement au long cours, mais en fait, on accompagne, on va dire 95% des projets de rénovation énergétique globale à Paris se font avec l'Agence parisienne du climat. Donc on voit vraiment ce qui se passe sur le terrain, on l'accompagne fortement et c'est des projets au long cours puisque ça prend en moyenne 4 ou 5 ans un projet de rénovation en copropriété, donc avec un enjeu que vous pouvez imaginer. Et avec l'haussmannien, on doit évidemment vous poser toutes sortes de questions, notamment sur la complexité sur la partie rénovation. Oui, alors il y a un enjeu important qui est d'arriver à concilier rénovation énergétique et préservation du patrimoine, et c'est possible. Alors le haussmannien, la rénovation du haussmannien qui représente à peu près 1/3 du bâti parisien, c'est un enjeu important. Pourquoi ? Parce que on a des rénovations de copropriétés, par exemple sur les bâtiments des 30 Glorieuses qui se sont faits, c'était les premières à être rénovées parce que tout simplement c'était plus facile entre guillemets. Donc ça, ce chantier-là, il est déjà bien avancé. Après, sur le haussmannien, il a des avantages et il a des inconvénients. C'est un bâti qui dispose d'une grande inertie justement par rapport au matériau qu'est la pierre. Et puis c'est un bâti qui est très dense. Donc quelque part, c'est bon aussi pour ça mesure un peu la consommation énergétique. Ceci étant, le problème, c'est que ce sont des bâtiments qui ne sont pas isolés et donc il y a un enjeu important sur l'isolation de ces bâtiments pour arriver à améliorer leur performance énergétique. Et on commence à voir des dossiers, donc ça fait à peu près 2-3 ans qu'on a engrangé vraiment des projets de rénovation énergétique du haussmannien. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça prend 4-5 ans un projet de rénovation énergétique, donc on n'a pas encore beaucoup de recul par rapport à la rénovation de ce bâti-là. Tout ce qu'on sait, c'est que ça marche. Sur les dossiers qu'on a accompagnés et qui sont livrés, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une copropriété haussmannienne dans le 18e arrondissement, sur une 60aine de logements. Il y a eu des travaux qui ont été réalisés avec un scénario global de rénovation, donc où on a notamment fait la rénovation des menuiseries dans les parties communes, où on a fait le changement des fenêtres, une isolation thermique par l'extérieur côté cour. J'insiste sur ce point parce qu'il y a un enjeu patrimonial évidemment important quand on a une façade haussmannienne. On sait très bien qu'on ne va pas apposer en fait une isolation thermique par l'extérieur côté rue. Ceci dit, quand on fait une isolation côté cour, avec notamment un travail sur l'isolation des combles, et puis parfois du rez-de-chaussée également, et puis parfois aussi des pignons, des murs pignons qui peuvent être aveugles et qui sont souvent des vrais passoires thermiques, il y a des résultats qui sont assez spectaculaires. Et là, sur l'exemple que je citais, on a eu un gain énergétique de 39% qui permet de passer d'une étiquette F à une étiquette D, et c'est extrêmement intéressant
non seulement pour le confort d'hiver par rapport aux consommations énergétiques et à la sensation de froid, mais c'est aussi très important pour le confort d'été. Et là, je voudrais vraiment appuyer ce point-là parce qu'on parle beaucoup du confort d'hiver et de la consommation d'énergie, sauf qu'en été, il y a aussi des situations qui peuvent être dramatiques de personnes qui habitent sous les toits. Et quand ce sont des toits en zinc qui ne sont pas isolés, par exemple, il y a un phénomène qui est vraiment celui d'une poêle à frire, quoi. Donc avec un besoin absolument d'isoler. Et il ne faut pas oublier que dans les situations de canicule, il y a des personnes qui sont vraiment en souffrance. Donc on voit vraiment la nécessité d'apporter une approche globale en fait sur l'isolation du bâtiment. Ça fonctionne, ça permet de réduire les consommations d'énergie et d'améliorer le confort d'habiter.